Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission en direct des régions sur le plateau de Village Semences. Nous parlons des territoires et nous allons parler de l'importance des semences pour la valorisation d'un territoire avec, en zoom aujourd'hui, l'Est de la France et la région Auras. Alors au préalable, je vais vous présenter, avant qu'on attaque le débat, je vais vous présenter mes invités, donc 3 invités. Bonjour, vous êtes Frédéric Lambin. Vous êtes agriculteur dans la Marne et vous êtes producteur, entre autres, de lentillons. C'est bien ça? Sur quelle surface? Oui, c'est bien ça, on est producteur de lentillons. Donc on est céréalier sur 310 hectares. On va faire une première présentation rapide. Donc sur quelle surface à peu près? 310 hectares. 310 hectares. Et le reste, ce sont des céréales plus classiques? Donc c'est 310 hectares de céréales classiques, dont le lentillon sur à peu près une quinzaine d'hectares tous les ans. Très bien. Alors Didier Lambin, donc vous êtes, je crois, installé avec votre fils, donc les mêmes productions, je suppose. Et comme il est question d'une IGP, vous faites partie du comité qui travaille à l'obtention de cette IGP, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Oui. Bon, très bien, merci. Aurélie Gachon, donc vous êtes chargée de mission de promotion et de valorisation des produits agricoles du parc naturel du Vercors. Oui. Vous êtes basé où? On est basé à Lens-en-Vercors, au cœur du parc. Donc côté isérois du parc, puisqu'on est un parc à cheval sur la Drôme et l'Isère. Très bien. Alors avant qu'on entame les échanges et le débat, je vous propose de rentrer dans le sujet avec quelques images. Dans la série des produits de terroir à nouveau sur nos rayons, voici le lentillon champenois. Une douzaine de producteurs passionnés le cultivent en Champagne, comme ici, à Coupéville, où Brigitte et Didier Lambin en ont fait une histoire de famille. Ça fait 16 €. Tombée en désuétude dans les années 70, la production du lentillon est relancée en 1983. Aujourd'hui, il n'est quasiment produit qu'en agriculture biologique. Donc ici, le principe, c'est de semer de la lentille d'hiver avec un tuteur de seigle. Donc en fait, ça va se passer en 2 temps. Il y a un premier temps où mon fils laboure devant et moi je sème derrière. Le seigle, il est là pour servir de tuteur, mais il ne faut pas qu'il embrase trop la culture. Le lentillon était connu à une époque sous le nom de lentillon à la reine. Il était très apprécié par la reine Marie-Antoinette. Un grain de seigle, un lentillon. Là. Il a beaucoup été cultivé pendant la guerre dans la région, puisque c'est une légumineuse, donc elle remplaçait très bien la viande. Et c'est aussi une culture qui pousse très bien dans nos sols calcaires, donc c'est pour ça qu'historiquement on la trouve dans la région. Alors les semences, c'est des semences de notre ferme que l'on ressème tous les ans. Car le lentillon champenois n'existe pas encore sous forme de semences certifiées. Malgré tout, les producteurs locaux sont très soucieux de la traçabilité de leur production, qui s'entend ici d'une façon particulière. Il s'agit d'abord de fixer dans le cadre d'une IGP, indication géographique protégée, l'origine champenoise de la variété. Ça nous permettra en fait de protéger un savoir-faire local, ancestral. Et ça permettra aussi d'assurer une traçabilité claire et nette prévue dans les cahiers des charges et de structurer la filière à l'avenir en fonction des besoins consommateurs et des pratiques des producteurs. On s'aperçoit que dans les terroirs, il existait énormément de choses. Il y en a énormément qui ont disparu et malheureusement, il y en a très peu qui se recréent. Et ça fait un peu réagir par rapport au commerce où on veut tout mondialiser. La façon la plus résiliente de nourrir les gens sur les territoires, c'est d'avoir des productions à minima ancrées dans le territoire. Moi, je suis très fier de cultiver le lentillon parce que ça permet pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice vis-à-vis du consommé local. Voilà l'histoire du lentillon. Alors on va revenir aux origines avec Frédéric de ce lentillon. Donc vous vous êtes installé avec votre père. Donc entre autres, il y a le lentillon. On a cru comprendre que le lentillon a failli disparaître. Quelle mouche vous a piqué de retourner au lentillon et comment ça s'est passé sur votre exploitation? Alors le lentillon, il a été retrouvé en fait dans des greniers par un agriculteur.
de Queude, qui s'appelle René de Valence. Et c'est lui qui avait commencé à cultiver ces graines-là. Il s'est dit il voulait essayer, quoi. Et les premières années, les semences étaient vieilles, donc ça n'a pas donné grand-chose. Et puis au fur et à mesure, la semence s'est refaite. Et c'est en fait, comme c'était un ami, on a voulu essayer nous aussi à notre tour. Enfin, c'était papa à l'époque. Et c'est là comme ça que le lentillon est réapparu dans la région. Au fur et à mesure, les agriculteurs venaient chercher des semences chez les autres agriculteurs pour oui, parce que les semences, il y en avait très peu. Donc, c'était quelques kilos qui ont été retrouvés dans la grenier. Hein, c'était pas... ça, on en était au niveau du kilo. Et donc, vous alliez chercher chez les voisins. Enfin, il y avait de l'entraide et de l'échange pour avoir de la semence. Voilà, c'est comme ça que la semence s'est refaite. Alors, aujourd'hui, quelle part le lentillon occupe sur votre surface totale ? Alors nous, sur l'exploitation, c'est environ 15 hectares sur 310 hectares de culture au total. Et j'ai cru comprendre que ça se vendait bien, ça s'arrache même ? Oui, ça se vend plutôt bien, oui. Bon, alors revenons à cette culture qui est donc revenue sur le devant de la scène. J'imagine qu'on ne le cultive pas comme avant. On a cru comprendre que le lentillon ne pouvait pas forcément... Enfin, on ne le laissait pas tout seul au champ. Je suppose qu'il s'effondre un peu et que le seigle sert de tuteur. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous mettez du seigle ? Alors le seigle, il a plusieurs intérêts dans la culture. Le premier, ça va être de faire de tuteur, donc de tenir le lentillon, qui est une plante assez fragile, qui s'écrase facilement quand il y a des orages au mois de juin, juste avant la moisson. Ça permet d'éviter qu'il se plaque au sol et qu'il pourrisse. Le seigle aussi a un intérêt de couvrir le sol et éviter que les mauvaises herbes ne poussent et envahissent la culture. Et donc ensuite, une fois que... Donc on sème les deux ensemble, on les récolte ensemble et après avec des machines de séparation, des trieurs, on vient séparer les deux cultures pour valoriser d'un côté le seigle en meunerie et de l'autre côté le lentillon en graines, en légumineuses, quoi. Donc il a fallu un équipement spécifique pour séparer, pour trier les lentillons du seigle. Vous n'étiez pas équipé, je suppose, c'est un investissement assez coûteux ? C'était un investissement assez coûteux, donc on est parti à plusieurs agriculteurs, une dizaine, sur d'abord du matériel d'occasion parce que c'est ce qui était abordable pour nous. Et on a créé une installation de triage qui nous permet d'obtenir un produit qui soit consommable par les gens, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez comme équipement dans une cuma, je crois, c'est ça, pour trier ce fameux lentillon ? On a des trieurs à grille, des trieurs à grille rotatifs, on a des trieurs alvéolaires, des trieurs optiques, et tout ça nous permet de trier, de séparer le seigle et le lentillon, d'enlever éventuellement des cailloux, des graines étrangères qu'il peut y avoir aussi. Donc il y a tout un travail à faire. Vous m'avez parlé de trieur optique, j'imagine que c'est une sacrée technicité et beaucoup d'investissement. C'est un gros investissement, mais par contre c'est ce qui nous permet de garantir un produit de bonne qualité aux clients. C'est vous qui êtes le responsable de ça, se manipule, tout le monde ne manipule pas, j'imagine, un trieur optique. C'est moi qui s'occupe de la partie triage pour la cuma. Voilà, je vous fais préciser parce que quand on goûte certains produits, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a en amont de la semence à la production jusqu'au triage. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole, Didier, si vous avez un micro. Donc vous avez participé à cet essor du lentillon, mais ce lentillon n'a pas d'AOC, n'a pas d'IGP, et donc il y a un syndicat qui s'est monté. Vous en avez fait partie. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous souhaitez absolument avoir une appellation ? Disons que l'origine de l'IGP, en fait, on voulait déposer une AOC, mais l'AOC n'a pas pu être déposée parce qu'on avait des soucis avec le monde champenois, le monde du champagne, où on ne pouvait pas les appeler En fait, on ne pouvait pas l'appeler lentillon de la Champagne comme ça aurait dû, puisque une AOC doit contenir le nom d'origine du produit. Et le syndicat, pas le syndicat, le CIVC a refusé le mot Champagne, donc ils nous ont autorisé à mettre champenois. Donc du coup, on a été obligé de redéposer une IGP. D'accord. Pour pouvoir. Alors, elle est obtenue, cette IGP ? Alors, actuellement, elle est obtenue au niveau français et là, elle est actuellement partie au niveau européen. Très bien, donc c'est une longue histoire. C'est une longue histoire de plus de 10 ans. Voilà. Alors, je crois que quand on travaille comme ça, il faut apporter des preuves. Il n'y a pas que la semence et il n'y a pas que la génétique, il y a aussi les savoir-faire qui sont autour de cette semence. Donc, normalement, on doit utiliser des semences certifiées. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'obtenteur qui s'intéresse à notre production parce que c'est une production qui est toute petite. Hein, c'est à peu près une centaine d'hectares
de lentillons qui sont semés chaque année. Donc on a des soucis par rapport à ça. Et après, il y a un savoir-faire derrière, oui, et une méthode de culture à respecter, quoi. Quel va être l'intérêt de l'IGP? C'est un intérêt économique? C'est pour consolider une petite filière? Alors l'intérêt, c'est plus pour consolider la filière, de façon à ce qu'on garde notre lentillon champenois. Parce qu'actuellement, on retrouve du lentillon dans beaucoup de régions de France et même d'Europe. Donc ça permettra de protéger et de certifier l'origine du produit. L'origine du produit, très bien. Donc les consommateurs auront une garantie pour savoir d'où ça vient. Tout à fait. Alors je vais me tourner, avant de passer la parole à Aurélie, on va peut-être passer le micro à notre chroniqueur potager-jardin. Est-ce que vous connaissez Tom le jardinier? Oui, non? Alors Tom, on ne cultive pas la lentille dans son potager. Il en faudrait beaucoup, je pense, mais des fabacées, on peut en avoir? Alors, au potager, effectivement, on ne va pas cultiver la lentille, le pois chiche. Il faudrait vraiment des trop grandes surfaces. Et puis alors, le travail pour pouvoir récolter les lentilles à la main, on n'a pas des moissonneuses-batteuses qu'on pourrait avoir chez soi. Par contre, il y a quelques fabacées qui peuvent être intéressantes à ajouter dans notre potager. On peut avoir les petits pois. Les pois mange-tout, les haricots aussi sont des excellentes fabacées qu'on pourrait avoir dans son jardin pour pouvoir les récolter tout au long de l'année. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi ces plantes sont vraiment intéressantes et particulièrement intéressantes à avoir dans son jardin. On peut penser que les haricots, il y en a vraiment de beaucoup de sortes. Les haricots nains, qui sont un petit peu une corvée à récolter. Et il y a aussi les haricots grimpants avec un nombre de couleurs particuliers, et certains on les récolte en haricots frais et d'autres des haricots de conservation où on va récolter les grains plutôt type haricots flageolets ou haricots qu'on va faire un cassoulet avec par exemple, voire même d'autres plats régionaux. Je crois qu'il y en a un qui vient de par chez vous, Valérie, je vous rends la parole. Alors, de par chez moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des potagers chez vous? Vous cultivez des fabacées particulières? Je vous laisse la parole. Oui, on fait un petit peu de potager, principalement le haricot. Bon, principalement le haricot. Une variété particulière? Bon, il y a plusieurs variétés, je n'ai pas forcément tout en tête. Ah, voilà. Aurélie, potager? Potager, oui, mais pas de fabacées chez nous pour l'instant. Bon. On est en territoire de montagne, donc c'est un petit peu plus compliqué. Très bien. Alors que vous nous venez donc du parc naturel régional de Vercors, vous connaissez? Oui, vous connaissez. Alors, effectivement, vous avez beaucoup de missions. Donc, vous valorisez beaucoup de produits, des produits alimentaires territoriaux. On va peut-être en citer quelques-uns, puis on passera aux semences. Mais je crois qu'il y en a qui sont très connus et d'autres moins. Il y en a un surtout qui est avec nous aujourd'hui. Moi, je suis sur le hall 1 avec le stand du parc du Vercors et son bleu du Vercors Sassenage, donc une AOP de fromage de vache. Donc, on est avec notre race sur le hall 1. Très bien. Donc, beaucoup d'AOC, d'IGP chez vous. Vous savez parfaitement l'intérêt économique qu'il y a, je pense, à décrocher ces labels. Alors, vous êtes peut-être moins connu dans votre région-ci, mais à l'extérieur, sur votre activité qui concerne les semences. Quelle est l'activité que vous avez développée au niveau du parc naturel du Vercors sur les semences? D'où c'est venu cette idée? Alors, le parc du Vercors a une historicité sur ses races animales patrimoniales, que sont la vache Villard-de-Lans, le cheval du Vercors de Baracan, qui sont tous les deux là sur le salon de l'agriculture, et sur la poule grise. Et une évidence était qu'on avait aussi des choses à aller chercher au niveau des semences et des variétés sur notre territoire. Donc on a fait un énorme travail d'inventaire ethnobotanique. Alors, ça a commencé quand? Ça a commencé en 2022. Donc c'est pas à l'origine du tout du parc, c'est assez récent. Non, notre parc il date de 1970, donc c'est pas tout à fait à son origine. Mais en 2022, on s'est intéressé à cette question. Et donc, grâce à un financement européen leader, Terre Déco, on est allé avec un bureau d'études qui s'appelle le Centre de ressources de botanique appliquée faire un inventaire ethnobotanique. Donc, ethnobotanique, c'est quoi, si vous voulez bien? Ethnobotanique, c'est... Botanique, on voit, mais ethnobotanique, ça se précise. C'est faire des recherches en archives sur ce qui a existé, ce qui est encore présent sur notre territoire, voire ailleurs. Et on couple ça avec des enquêtes de terrain. Donc, on va chercher des savoirs chez des gens qui sont encore vivants et qui peuvent nous donner des histoires, des recettes culinaires, des modes de conservation. Et on mixe tout ça en fait pour avoir la plus grosse exhaustivité possible de ce qui est sur notre territoire, afin derrière de déployer de nouveaux projets.
Frédéric nous a expliqué qu'au départ, il a fallu aussi aller rechercher des semences. C'était quelques kilos. Ça a été la même chose pour vous? Comment vous y êtes pris pour retrouver ces semences-là? Vous nous parlez de personnes assez âgées finalement, qui multipliaient ces semences, qui les produisaient pour obtenir des légumes, peut-être des fruitiers. Oui, alors nous on a une grosse diversité sur les fruitiers, parce qu'on est sur un territoire de parc naturel régional, donc le Vercors, une altitude qui oscille entre 600 et 2300 mètres, donc c'est assez important, et avec une altitude moyenne à 1100 mètres, donc on est plutôt un territoire froid, donc il fallait chercher des variétés qui soient adaptées. Donc chez les anciens, on a retrouvé ça, mais on a aussi retrouvé ça chez des maraîchers, des arboriculteurs. En fait, on est allé voir un petit peu tout le monde. Et quand vous retrouvez comme ça des variétés, les gens vous les concèdent, vous transmettent, c'est le monde du vivant, hein, c'est particulier, ou pas? On est sur un patrimoine commun, mais c'est des gens qui le possèdent, donc il faut y aller doucement, parce que c'est leur propriété, c'est leur histoire, c'est magnifique de voir tout ce qu'ils sont capables de nous témoigner. On est dans l'hypersensibilité, donc on y va très doucement, et ils ont le droit de ne pas donner, parce que voilà, ça leur appartient. Et ce qu'on constate, c'est que des fois, il y a des gens un petit peu frileux au départ, mais quand ils voient que l'aventure, elle commence, en fait, ils veulent en être, parce qu'ils ont des choses à transmettre. Et ça, c'est énorme. Didier, j'aimerais bien qu'on retrace aussi avec vous les tout débuts de la relance du Lentillon, par rapport à ce que nous a dit Aurélie. Où étaient vraiment ces semences? Est-ce que les gens ont partagé ça? Est-ce que ça a été aussi particulier, difficile parfois, pour obtenir cette semence? Nous, le Lentillon, il avait été cultivé jusque dans les années 70-75 à peu près. Et il y avait une coopérative qui s'occupait de ça. Et ils ont complètement arrêté par rapport à l'évolution de l'agriculture, puisque c'est quand même une culture assez fragile. Donc en rentabilité, c'est quand même assez limite. Et en fait, l'arrivée de la betterave et de l'industrialisation de l'agriculture a fait que les producteurs se sont détournés de ces productions. Et en fait, ça a été abandonné de la culture complètement. Et c'est un ami, Monsieur de Valence, qui a retrouvé des graines dans un grenier, puisqu'il avait toujours entendu parler dans son enfance du Lentillon. Donc il a recherché des graines, et c'est là en retrouvant les graines qu'il les a ressemées, puis ainsi de suite, quoi. Très bien. Alors, je crois qu'on va repasser la parole à Tom, Tom le jardinier. Voilà, pour une nouvelle séquence jardin. Oui, je voulais vous parler de l'importance d'avoir des fabacées dans son jardin. C'est notamment la captation d'azote. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir depuis où vous êtes, Valérie, cette image. Je crois qu'en régie, ils vont l'afficher en plein écran. C'est une plante qui a des nodosités. Ces nodosités, c'est simplement la capacité de ces plantes à fixer l'azote dans le sol. Et ça, quand on cultive nos fameuses plantes qu'on vient de voir, au lieu de les arracher complètement et puis les mettre au compost, simplement enlever la partie aérienne, si vous voulez peut-être la passer elle aussi au broyeur ou des choses comme ça, ça permettra de ramener aussi de la matière organique dans le sol. Et en plus, ces petites boules blanches qu'on voit sur ces racines, c'est simplement des petites boules d'azote, et donc elles vont se libérer progressivement dans le sol, et après on aura par exemple une culture d'une plante à feuillage type un épinard ou une salade, et elles vont pouvoir profiter de cet azote pour pouvoir pousser. Donc ajouter des fabacées dans son potager, c'est une technique qui permet qu'on évite simplement d'avoir à mettre de l'engrais dans son jardin. Merci, donc la nature est bien faite, hein, on le voit. J'aimerais qu'on consacre notre dernière minute sur vos projets. Frédéric, Aurélie, est-ce que vous avez, donc on a vu que vous êtes en plein essor, il y a des tas de choses qui ont été faites. Est-ce que vous avez des projets une fois que l'IGP sera obtenu? De manière générale, oui, il y a un projet de faire de la commercialisation en commun après du produit, quoi. Aujourd'hui, on est chacun dans notre coin, on vend nos produits de la ferme. Mais l'idée, c'est aussi de faire quelque chose de plus en commun pour après pouvoir s'adresser à des grandes surfaces, des choses comme ça, ou des grossistes pour pouvoir vendre nos produits plus facilement. Il y a aussi des agriculteurs qui voudraient faire du lentillon et qui ont forcément envie de le vendre eux-mêmes. Donc l'intérêt de faire un groupement en commun, ça sera aussi d'ouvrir la porte à ces personnes. Après la marche IGP, le travail en commun pour la commercialisation. Aurélie, il y a un projet chez vous ? Nous, il y a un projet qui va continuer grâce aux faux collections et biodiversité qu'on a obtenues cette année pour 4 ans sur les potagères. Donc on va mettre en culture des variétés Vercors pour demain pouvoir les fournir aux agriculteurs et développer des nouvelles filières ou répondre à leurs attentes. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que c'est ce qu'on appelle de la conservation dynamique.
Et c'est ce qui permet à ces anciennes variétés de continuer de prospérer. Et elles sont adaptées au changement climatique, donc elles répondent aussi aux attentes sociétales. Très bien, merci. Donc vous le voyez, il y a beaucoup de dynamisme. Vous avez sans doute envie d'en savoir plus. Retrouvez nos invités et leurs semences sur leur site internet. Vous aurez beaucoup d'informations. Voilà, je remercie nos invités. Je remercie Tom qui nous a donné quelques informations précieuses. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.